Bon, alors merci à vous d'être venus, malgré cette période dangereuse, claironnée sur tous les tons. Je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes. Il y a beaucoup de têtes anciennes, des habitués, qui visiblement ont peur, mais qui ne viennent pas, depuis le début de la campagne de panique, des petits Français. Donc merci à vous d'être venus, d'avoir eu le courage de venir. Bon, donc vous connaissez le sujet de la conférence d'aujourd'hui, la démocratie contre le peuple. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je fais une conférence sous ce titre-là. Je crois que c'était en 2016 déjà ou 2017 que j'avais pris le même sujet, mais il est évident qu'avec les développements que l'on a eus depuis, j'ai estimé que ça valait la peine de reprendre ce sujet en le développant. Alors, pourquoi le titre de cette conférence, alors que, si l'on en croit l'étymologie du mot, d'après ses racines grecques, démos et kratos, cela veut dire le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est ce que nous allons voir. Alors certes, c'est une belle formule, mais aujourd'hui, peut-on affirmer que le peuple est un quelconque pouvoir? Lorsque l'on voit comment, à l'occasion de l'épidémie de coronavirus, ce peuple est manipulé, ce qui démontre à quel point le citoyen peut être tenu par la formation ou désinformation médiatique. Le pouvoir médiatique. En fait, cette démocratie, constamment invoquée par la classe politique, que représente-t-elle en fait, au-delà du mot? Quelle est son origine? Y a-t-il une bonne démocratie? Et si oui, laquelle? Première observation, la démocratie moderne, inspirée de la vision de Périclès et popularisée par Athènes, dont ce fut le système de gouvernement, ne fonctionnait que dans une petite structure de la taille d'une cité. Et caractéristique essentielle, seuls votaient les citoyens d'Athènes, pas les métèques, métoïkos, les étrangers, même résidant depuis longtemps à Athènes, qui n'avaient aucun droit de vote. Il s'agissait donc d'une citoyenneté justifiée par le droit du sang. Contrairement aujourd'hui, où du fait des directives du Grand Orient de France, depuis 1998, si je ne me trompe, on est passé du droit du sang au droit du sol. Ce qui fait que toute personne d'origine étrangère naissant sur le sol français devient automatiquement français, sans même qu'il en ait fait la demande. Et sans même qu'il en ait les mérites pour l'obtenir. On peut donc considérer la démocratie athénienne comme une sorte d'aristocratie électorale, puisque réservée à un petit nombre de citoyens tirant leur autorité et leur légitimité de leurs origines. Pourtant, en dépit de cette prérogative, on ne peut pas dire que le système démocratique athénien, avec ses parlottes sans fin comme en toute démocratie, et l'instabilité liée aux élections périodiques, comme dans toute démocratie, ait été un régime stable. C'est démêlé avec Sparte, avec la Macédoine, avec Troie, n'ont pas tourné au bénéfice de la dite démocratie athénienne.
si vous connaissez, si vous avez encore quelques souvenirs de l'histoire grecque, c'est tout de même très intéressant à retenir comme leçon. Et c'est là l'une des tares originelles de la démocratie élective inorganique, du fait de l'instabilité constante du système, qui fait qu'à chaque élection, tout est remis en cause, et donc il ne peut pas y avoir de dessein national, puisque périodiquement, tout est remis en cause. Et donc un manque de stabilité. Or, tout ce que l'on peut construire a besoin de durée. En fait, cette démocratie, même élitiste, telle qu'elle était à Athènes, n'était en fait qu'une constante, comme dans toute démocratie, qu'une guerre latente, une guerre civile latente, en vue du gain de l'élection qui allait suivre. Il n'y avait donc aucune stabilité, et c'est là la terre originelle de ce genre de système de démocratie inorganique. Et puis, on en arrive au développement qui allait s'en faire sous la monarchie. Et pas simplement en France, mais dans tous les pays européens de l'époque, où la démocratie allait évoluer et se transformer dans le cadre des corporations de métiers. Alors, quelle était la différence entre la démocratie directe, organique des corporations, avec les démocraties athéniennes et avec la démocratie issue des faux principes de 1789. Le fondement de la démocratie organique des corporations découlait de la consultation directe du peuple dans ce qu'il connaissait directement de par ses activités professionnelles, sociales et paroissiales. Donc, il jugeait en fonction de ce qu'il connaissait par proximité du fait de l'exercice de sa propre profession, sans intermédiaire de presse qui n'existait pas à l'époque. Donc, quand il décidait quelque chose, il le décidait en fonction de sa propre expérience directe. J'insiste bien là-dessus. Ainsi, mis à part les erreurs inhérentes à la nature humaine, même s'il y avait une erreur, la réalité se faisait immédiatement ressentir et il était amené à corriger l'erreur de décision qui avait pu avoir lieu à un moment donné. Donc voilà, c'est tout de même une notion importante qu'il faut avoir. Et quand on parle de démocratie, car il n'y a pas une démocratie, il y a différentes démocraties, deux en tout cas, l'une organique et l'autre inorganique, celle que nous condamnons. En outre, les corporations de métiers étaient dirigées par des citoyens élus par leur propre, dans leur fonction, par leur qualité d'efficacité et d'honnêteté que leurs électeurs constataient au fur et à mesure de leur activité dans le cadre du métier. Il s'agissait donc d'une hiérarchie basée sur l'expérience directe, encore une fois, vécue de ses membres comme de ses élus. Et il s'en dégageait l'intérêt commun du métier, donc l'intérêt de chaque intervenant dans ce métier. Et donc cela profitait à l'épanouissement de leur métier, à la stabilité de l'ensemble de la société dans laquelle ils baignaient, et c'était sur ces bases que fonctionnait la monarchie de l'époque. Et c'était au pouvoir royal d'harmoniser les différents intérêts des différentes branches d'activité par métier au nom du bien commun.
Donc vous voyez, c'est une démarche totalement différente de cette démocratie inorganique où on pose des questions aux citoyens sur des sujets qu'ils ne connaissent désormais qu'au travers de la presse. Il est évident que dans ce nouveau système dit démocratique, chaque individu finalement se trouvait complètement isolé de ses racines, de ses activités sur lesquelles il pouvait donner un avis en parfaite connaissance de cause, et il était amené à juger de sujets qu'on proposait à son appréciation qu'au travers de la vision médiatique. Et vous savez ce que je dis à ce sujet-là, qui tient la presse, tient l'opinion du citoyen. Vous voyez, en fait, tout ça est très simple. C'est du bon sens. Et en général, c'est pour cela que les gens de bonne foi, quand ils entendent cette analyse, cette critique, comprennent tout de suite. Dans chaque métier, médecin, architecte, ingénieur, on demande l'avis aux membres de cette profession en fonction de leur profession. Donc on demande l'avis à des gens qui savent de quoi ils parlent. Eh bien, en démocratie inorganique, pas du tout. On demande aux citoyens des avis sur des choses dont ils n'ont la vision que par la presse, tenue par qui vous savez. Donc là, c'est ça qui fut le grand tournant. Et je dirais que ce fut là l'astuce machiavélique des auteurs de la Révolution de 1789 de transformer un vote organique adapté à la réalité, connu directement par le citoyen, en vote inorganique sur sujet qu'il ne connaissait pas directement. D'où la possibilité de manipulation des populations. Donc, je répète encore une fois, qui tient les médias tient l'opinion publique, et donc le vote du citoyen. Alors, il est évident que, à partir du moment où on a compris que le vote du citoyen dépendait de l'information médiatique, il est évident que qui tient les médias tient le vote du citoyen, mais alors là se pose la question subsidiaire, qui tient les médias? Sinon l'argent, le gros argent des puissances philosophiques et bibliques. Suivez mon regard. Et c'est comme ça que cette démocratie inorganique évolue fatalement par sa logique interne, par sa perversion interne, en plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement par l'argent. Et rappelez-vous ce que disait déjà l'historien Sainte-Beuve à la fin du XIXe siècle devant ce qu'il voyait apparaître au travers de cette nouvelle presse dite d'information, quand il disait « L'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, il raisonne juste sur des bases fausses. » Et donc vous avez là décrit dans cette petite phrase tout le problème de la démocratie inorganique qui trompe les lecteurs périodiquement, tous les jours, par la presse. Et alors, pour ceux qui douteraient
de ce qu'on est en droit d'appeler l'escroquerie démocratique, je voudrais rappeler certains petits détails, certaines déclarations significatives qui démontrent le mépris du peuple et de son avis en démocratie. Par exemple, celle de David Rockefeller lors de la conférence des Bilderberg à Baden-Baden en juin 1991, dans lequel il prenait, je cite, la souveraineté d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux. De son côté, Leo Strauss, l'une des figures majeures de l'intelligentsia juive américaine, expliquait fort bien comment y parvenir et le poids de l'action des élites juives sous couvert de néoconservatisme. Bon, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est que le néoconservatisme, je crois que j'en ai déjà suffisamment parlé et que vous savez de quoi il retourne, sinon vous poserez des questions tout à l'heure. Voilà ce que disait ce Leo Strauss. La démocratie exige d'être utilisée par une élite capable de manipuler l'opinion publique. Une élite capable de manipuler l'opinion publique. Je crois que c'est assez clair comme ça. Telle est donc pour eux la valeur du vote du citoyen. Mais ce que Rockefeller et Strauss le disaient, il n'y avait rien de nouveau. Déjà, un certain Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, l'avait fort bien dit près de 2 siècles auparavant. Quand il disait, je cite, « C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. » Quel est le commun dénominateur entre ces 3 personnes qui montrent leur mépris du citoyen? Je vous laisse conclure par vous-même pour ne pas être poursuivi. Pour finir de démontrer le peu de cas que nos dirigeants, ces bons démocrates, font de la volonté populaire, un rappel me semble absolument convenir. Rappelez-vous, lorsque le 29 mai 2005, les Français avaient refusé par 54,87% des voix la Constitution européenne, que Jacques Chirac avait proposé bien imprudemment par référendum, on aurait pu croire que l'affaire était jugée puisque le peuple souverain s'était prononcé. Douce illusion. Pas plutôt élu, un certain Nicolas Sarkozy allait refaire passer la même chose sous un autre nom, le traité de Lisbonne, qui fut ratifié effectivement à Lisbonne par les 27 membres de la communauté européenne. C'était le 13 décembre 2007. Mais encore fallait-il que ce soit avalisé par le peuple français, qui 2 ans auparavant avait dit non. Pas de problème, qu'à cela ne tienne. Au lieu de refaire passer ce projet du traité de Lisbonne, qui était la copie conforme de ce qui était proposé sous le terme de Convention européenne, eh bien, il le fit passer par le voie des députés. Les députés. Ah oui, vous savez, ces gens qui sont censés représenter leurs électeurs.
Et ces députés, réunis en congrès extraordinaire à Versailles pour faire plus majestueux encore, les vestiges de la monarchie, ça sert quand même à quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, ces députés votèrent sans problème pour accepter le traité de Lisbonne. C'est magnifique, ça. Normalement, le peuple élut des députés pour représenter ses volontés. Ou tout au moins, c'était l'imagerie qu'en donnait Montesquieu. Rappelez-vous. Que disait Montesquieu à ce sujet-là? Je cite. « Le peuple dans la démocratie est à certains égards monarque, à certains sujets par ses suffrages qui sont ses volontés, et que la volonté du souverain est le souverain lui-même. » Je n'ai pas besoin de peigne, moi. Mais avec une phrase pareille, il y aurait besoin d'un peigne pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards monarque et à certains sujets, par ses suffrages, qui sont ses volontés. Alors, comme c'est curieux, quand ça passe par référendum, donc par consultation directe du peuple, il dit non, et quand ça passe par ses députés qui sont censés le représenter, il dit oui. Curieux système quand même, non? On touche là donc du doigt à l'aliénation qui découle de l'escroquerie démocratique. Aliénation que l'on retrouve dans tous les domaines, y compris pour la santé, d'où cette panique organisée par les mensonges étatiques que le peuple ne perçoit même pas. Promenez-vous dans les rues, regardez le nombre de gens masqués, bâillonnés, même en voiture, qui le mettent. Ah, ils risqueraient d'être contaminés ou de contaminer. Quand est-ce que les Français se réveilleront ? Donc voilà, comme avant-propos du fond de cette conférence, c'est ce que je voulais faire comme rappel sur le fondement de la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui, donc de l'escroquerie démocratique. Donc, force est de constater que le dit peuple souverain ne l'est pas du tout. Outre le fait qu'il est manipulé par l'éclairage partisan des événements nationaux et mondiaux que donnent les médias, il faut remarquer qu'aucune des guerres, y compris les deux guerres mondiales, n'ont été soumises à l'approbation populaire. Ce sont des pouvoirs élus au travers des députés qui ont décidé de ces guerres sans demander l'avis du peuple. Alors qu'il allait en être, bien souvent, la principale victime. Par les bombardements alliés de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Demander l'avis aux Irakiens, demander l'avis aux Syriens, demander l'avis aux Serbes, un petit peu antérieurs, etc. Aujourd'hui, les populations civiles sont prises en otage par les acteurs du plan mondialiste pour faire plier les pouvoirs par la terreur insufflée. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière guerre mondiale, avec les bombardements inhumains en Allemagne, notamment Dresde et Hambourg, avec des centaines de milliers de personnes brûlées vives par les bombardements au phosphore, sans compter les autres bombardements, et notamment à Dresde, revenant en 3 vagues successives pour être sûr de ne rater personne.
Et puis un petit peu plus loin, les bombardements à l'atome d'Hiroshima et de Nagasaki. Deux villes, j'insiste là-dessus, à majorité chrétienne. Comme c'est curieux. Or, on sait que l'utilisation de la bombe atomique par les Américains a été décidée par des membres de cette organisation maçonnique héritière des Illuminés de Bavière, les Skull and Bones. Donc on voit très bien cette volonté de détruire tout ce qui peut être chrétien. Et c'est répétitif depuis l'émergence de la maçonnerie. Ce sont des choses qu'il faut savoir, des choses qu'il faut faire savoir. À propos des bombardements en Allemagne notamment, je vous signale le livre de Jean-Claude Vallat, La France sur les bombes américaines 1942-1945. C'est un livre utile à avoir pour faire savoir comment les Alliés, dont nous étions les Alliés, enfin la France républicaine disons, ont traité les Français. D'où les destructions dans nombre de villes françaises, sans même qu'il y ait eu un objectif militaire atteint. Quand on voit cela, comment s'étonner de l'évolution, justement, de ce pouvoir qui fait fi de la volonté populaire quand, pour une fois, elle n'est pas trompée par les médias. Et c'est comme ça qu'on verra l'évolution, et on peut dire en résumé qu'on est passé, en relativement peu de temps, de la peur des attentats à la peur sanitaire. Alors, la peur des attentats, c'est très intéressant. Bon, disons qu'en gros, pour ne pas revenir trop en arrière, mais il y a toujours des antécédents, il y a toujours des ancêtres à tout, on peut dire que cette peur a commencé à être mise en marche par les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Et cela faisait suite déjà à une tactique de panique des populations au travers d'une chose dont j'ai déjà traité, les attentats de cette organisation étrange, mystérieuse, qu'on a appelée Gladio. Ça vous dit quelque chose? Vous me poserez des questions tout à l'heure si vous voulez. Donc, au travers de cette terreur insufflée aux populations, ces pouvoirs démocratiques, s'il vous plaît, allaient imposer des règles tout à fait antidémocratiques, supprimant pan par pan les libertés civiques. Et on a eu l'exemple notamment aux États-Unis avec ce que l'on a appelé le Patriot Act, l'acte patriotique, s'il vous plaît, confié par George W. Bush à l'amiral franc-maçon John Poindexter, qui mettait en fiche tous les citoyens américains, pas simplement des immigrés potentiellement dangereux, des musulmans immigrés potentiellement dangereux, tous les citoyens américains. Puis on a eu en France l'équivalent, sous l'action de messieurs Valls et Cazeneuve, réduisant eux aussi progressivement nos libertés civiques. Pour notre protection, bien sûr. Ah oui, mais c'est curieux, mais ça n'a pas été très efficace contre les attentats suivants. Mais ça a servi, par contre, et ça c'est évident, à supprimer nos libertés civiques. Et je faisais allusion à l'instant à ce qu'on a appelé les opérations Gladio, qui avaient notamment touché l'Italie. Et il est intéressant de revenir là-dessus parce que c'est très, très, très démonstratif de cette barbarie de ceux qui nous dirigent.
Et à ce sujet-là, je voudrais rappeler la déclaration que j'ai déjà citée à plusieurs reprises et que je vais continuer certainement à citer dans l'avenir, du président de la République italien de l'époque, Francesco Cossiga. C'était dans le Corriere della Sera, c'est le grand journal du soir en Italie, du 30 novembre 2007. Et voilà ce qu'il disait. C'est un président de la République, tout de même d'un des pays majeurs de l'Union européenne. Les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés et exécutés par la CIA américaine et par le Mossad israélien avec l'aide du monde sioniste en vue de mettre en accusation les pays arabes et pousser les pays occidentaux à s'engager dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak, puis sans compter les autres qui sont venus. Alors, imaginez bien quand même, pour qu'un président de la République ose dénoncer l'action de deux pays comme les États-Unis et Israël, fallait-il que l'enquête qu'il y avait eu en Italie sur les opérations Gladio ait été tellement effroyable qu'il était amené à dénoncer nommément et pas par allusion, nommément les États-Unis et Israël. Petit rappel à ce sujet-là, cet aveu d'un des exécutants des opérations Gladio qui avait fait cette déclaration devant l'enquête parlementaire italienne. Là encore, je regrette beaucoup, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà cité, je recommence et je recommencerai. Voilà ce qu'il disait. Nous devions cibler dans nos explosions les civils, c'est-à-dire les femmes, les enfants, notamment ceux qui n'avaient rien à voir à faire avec la vie politique, et ce pour que les citoyens aient recours à l'État à la recherche de sécurité et de protection. Est-ce que vous mesurez le degré de barbarie que cela révèle? Voilà par quel monstre le monde est gouverné. Tout est là. Tel est le mépris de ces dites démocraties envers leur peuple, jusqu'à les laisser massacrer, jusqu'à les massacrer. Et alors, les attentats sous fausse bannière, Dieu sait si j'ai bataillé là-dessus, comme vous le savez, qui allaient prendre la relève des attentats Gladio, qui étaient attribués aux communistes à l'époque. Et en fait, cette tactique des attentats de l'opération Gladio avait pour but, sous prétexte de combat, de menaces communistes, de souder les pays européens derrière les Américains. C'était une opération de domination de l'Europe par les États-Unis. Donc, ce que l'on peut appeler des attentats sous fausse bannière dans un but bien déterminé. Et il est intéressant de voir comment l'épouvantail communiste a été remplacé par l'épouvantail islamiste sous fausse bannière. Parce que quand on gratte un petit peu les choses, je crois que j'en ai déjà parlé suffisamment dans de précédentes conférences, on découvre curieusement une certaine main qui dirige. Besoin d'un petite caricature de profil de préférence. Donc, telle fut la première phase du musellement des populations, sinistre héritage de la manipulation médiatique déjà opérée par les provocations de Pearl Harbor. Rappelez-vous Pearl Harbor, qui fut l'excuse
pour que le président Roosevelt puisse auprès de ses populations leur faire accepter l'entrée à guerre des États-Unis. Et puis bien entendu, le 11 septembre, d'autres événements que j'ai déjà signalés dans d'autres conférences, et les autres qui allaient suivre par la suite. Venons-en maintenant à la dite pandémie de coronavirus et de son utilisation pour non seulement museler la population et toute opposition, mais aussi sous couvert de la peur ainsi engendrée, pousser à la gouvernance mondiale et au nouvel ordre mondial. On ne peut rien comprendre à la situation actuelle si on ne se reporte pas au texte annonciateur du complot en cours contre les peuples, tel celui que je cite constamment, vu sa signification, de Jacques Attali, dans l'Express du 11 juin 2009, repris par Wikistrike, donc vous pouvez le trouver, je n'invente rien, vous pouvez le trouver, Wikistrike du 15 mars 2020, donc tout récemment. Voilà ce qu'il annonçait. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que l'on n'aurait jamais permis une seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. De grâce, mettez ça sous les yeux des gens que vous côtoyez, ceux qui n'auraient pas encore compris. Vous venez écouter les conférences, c'est très bien. Et vous savez très bien ce que je demande à tout un chacun. Transmettez, transmettez, transmettez. Et c'est pas parce que les gens vont vous dire « Oh non, je crois pas, vous êtes un complotiste, etc. » Je dis « Si je suis peut-être complotiste, c'est parce qu'il y a un complot. Voilà la preuve. » Et vous mettez les textes sous les yeux. « Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. » Écoute, va acheter, va à l'Express, acheter le numéro de telle date, ou va sur Wikistrike pour voir la reproduction de cette déclaration. Et c'est pas la seule déclaration. À l'époque, et c'est curieux, c'était la même année, donc 2009 aussi, un coreligionnaire de Jacques Attali, Alexandre Adler, disait à peu près la même chose. C'était à propos de son livre « Comment sera le monde de demain ?» où il annonçait exactement la même chose, le même projet, et annonçait aussi, pour paniquer encore un peu plus, des centaines de dizaines de morts, des dizaines de milliers de morts, par l'épidémie, qui bien entendu allait venir, et qui allait venir toute seule, hein, n'est-ce pas? Toute seule. Donc là où le crash financier de 2008 n'avait pas réussi à obtenir ce qu'ils en escomptaient, eh bien une bonne petite pandémie, un petit peu instrumentalisée, allait pouvoir faire l'affaire. Et voilà comment on manipule le peuple souverain. C'est donc sous cet éclairage qu'il faut analyser la situation et l'état de panique entretenu par le pouvoir macronien pour asseoir son pouvoir en domestiquant les Français pour les forcer à aller dans la voie de la gouvernance mondiale avec son aboutissement, le nouvel ordre mondial. Bien entendu,
sous l'égide des élites, comme disaient Rockefeller, des autres, Weishaupt, des élites. Donc, à leurs yeux, vous n'êtes pas une élite. Alors, il est évident que dans le déroulement, dans ce que j'essaie de vouloir faire comprendre, je vais vouloir faire un petit retour en arrière, qui est nécessaire pour bien saisir le déroulement des événements et les raisons des décisions qui nous ont amenés où nous en sommes par rapport à la dite épidémie. Le 20 janvier 2001, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, affirmait, je cite, « Le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans les populations est très faible. » Puis, comptant sur le manque de mémoire des Français, dans un entretien au journal Le Monde du 17 mars dernier, changement de décor. Elle affirmait vertueusement qu'elle avait été parfaitement au courant de l'ampleur que prendrait l'épidémie de coronavirus, qu'elle avait mis en garde Emmanuel Macron et Édouard Philippe dès le mois de janvier. Et elle les accusait de ne pas avoir tenu compte de ces avertissements. Or, elle-même, n'avait-elle pas fait pour faire face à l'épidémie qu'elle annonçait et pourquoi avait-elle démissionné puisqu'elle disait qu'elle était au courant de ce qui allait se passer? Donc en fait, elle refilait, si je peux dire, la patate chaude à son successeur, Véran, Olivier. Alors elle pleurnichait. Ah, mais c'est vraiment une habitude dans cette communauté. Elle pleurnichait. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais. Parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Alors pourquoi est-elle partie? Elle précisait dans son entretien, le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation et elle assurait qu'avoir prévenu, donc c'est une redite de sa part, avoir prévenu Édouard Philippe dès le 30 janvier pour l'avertir que les élections ne pourraient avoir sans doute pas lieu. Alors, en résumé, si on l'en croit, le 11 janvier, elle alertait le président de la République de l'épidémie, mais ne faisait rien pour préparer notre pays à affronter cette épidémie qu'elle voyait venir. Et le 20 janvier, elle osaignait publiquement tout risque d'épidémie en France. 11 janvier, elle alerte le président. 20 janvier, elle dit qu'il n'y a pas de danger. Est-ce que vous êtes conscient de ce que cela veut dire? Agnès Buzyn est donc une menteuse criminelle. Or, contrairement à d'autres pays européens, entre autres, qui ont fermé leurs frontières très précocement, qui ont dépisté les premiers cas, qui les ont isolés pour les soigner, ce qui a évité de boucler toute la population.
entraînant la crise économique qui va venir. Je voyais encore dernièrement une statistique de l'appauvrissement en France. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Donc voilà à quoi aura abouti la politique de cette élite élue par les citoyens français, manipulés par les médias. Et là, dans ce contexte, il y avait une information qui était lourde de sens. Je l'ai trouvée sur le site du Parisien FR, selon lequel le Conseil d'État avait rejeté une requête de plusieurs syndicats qui demandaient le dépistage massif des malades et d'avoir un masque dans les maisons de retraite pour soigner les patients. Ce qui n'a pas été fait. Puisque Mme Buzyn, qui prévoyait l'épidémie, n'avait pas commandé la quantité de masques nécessaires pour mettre la population française à l'abri. Vous voyez, ce sont des petites informations comme ça qui passent de façon très fugace et qu'il est bon de piquer au vol très rapidement parce que souvent on ne les retrouve pas par la suite. Petit nettoyage des écrans. Donc le Conseil d'État. Or, qui faisait partie du Conseil d'État, entre autres à l'époque? Sinon l'opposant acharné au professeur Raoult, un certain Yves Lévy, le propre mari de Madame Agnès Buzyn, qui était aussi l'ancien président de l'INSERM, nommé conseiller d'État extraordinaire le 10 octobre 2019, donc par M. Emmanuel Macron. Autre signe de la volonté du pouvoir de laisser se propager l'épidémie, le point révélé qu'Emmanuel Macron, devant le sous-équipement des laboratoires du système de santé, incapable de suivre, avait refusé entre 150 et 300 000 tests de dépistage proposés par les laboratoires vétérinaires qui, eux, étaient équipés. Ce qu'entre autres, l'Allemagne avait fait. Comme ça, ils avaient pu pallier immédiatement au manque de tests pour dépister les cas réellement infectés. Les mettre de côté, les soigner et éviter le confinement général. Donc vous voyez, on a vraiment l'impression d'une volonté étatique de laisser se développer l'épidémie pour avoir le prétexte de boucler les Français. Que dire aussi de l'étrange entêtement du pouvoir à ne pas autoriser la délivrance de l'hydroxychloroquine, sous prédiction médicale, par les pharmacies, alors que dans le même temps, on apprenait par, c'était la chaîne i24 News du 12 avril 2020, qu'Israël avait reçu le 6 avril 2020 4 millions de doses de chloroquine grâce à l'action du Mossad, coordonné par son directeur Yoshi Cohen. Quant à Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, il se félicitait des millions de doses de chloroquine que son pays avait réussi à obtenir, mais sans doute ne savait-il pas que ses coreligionnaires Agnès Buzyn et Jérôme Salomon avaient inscrit par décret du 13 janvier 2020 la chloroquine parmi les substances vénéneuses.
Ah, mais c'est curieux ça. Pourquoi ce qui serait bon pour les Israéliens ne serait-il pas bon pour les Français? Ou bien est-ce que le peuple israélien peut supporter sans danger l'hydroxychloroquine que les Français ne pourraient pas supporter? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire comme intention? Alors vous comprenez que entre le refus de fermer les frontières, comme l'ont fait les autres pays qui se sont mieux tirés d'affaire, le non-équipement des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite en masques désinfectants, respirateurs, tests de dépistage, curares pour l'intubation des patients et l'interdiction de la chloroquine, il y a quand même de quoi se poser quelques questions sur les intentions du pouvoir. D'où l'essor de nombre important de vidéos virulentes contre le pouvoir, de la part de chefs de service, d'infirmières, de personnel soignant dénonçant, je cite, la non-assistance aux personnes en danger. L'émission de LCI du 23 mars avec maître Fabrice Di Vizio, l'avocat d'un de ces collectifs qui à l'époque représentait 600 médecins, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, avait porté plainte contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe, et cette émission était très révélatrice. Et aux journalistes qui s'indignaient que cette plainte, je cite, faisait perdre confiance aux Français envers le gouvernement et s'opposait à l'union nationale que demandait Emmanuel Macron, il s'attirait la réponse de maître Di Vizio: comment voulez-vous faire confiance à des gens qui vous mentent? Et bon. De même, dans un entretien de mars, le 26 mars, dans le média Indépendance Marcel, le professeur Raoult avait déclaré « Il y aura une enquête parlementaire après tout cela, et elle sera sanglante ». On y reviendra peut-être tout à l'heure, peut-être à l'occasion des questions. Plus révélateur encore, cette étrange épidémie, pandémie, le site Sputnik révélait. Écoutez bien. La chaîne 12 de la télévision israélienne avait dévoilé un rapport secret de novembre 2019, dans lequel le gouvernement américain mettait en garde Israël contre l'arrivée d'un virus mortel. Ah, comme c'est curieux! Comment pouvaient-ils le savoir s'ils n'en étaient pas les auteurs? Et on en a la confirmation par cette autre information du site non-conformiste américain Veterans Today du 17 avril 2020 qui disait ceci. En 2017, une étude soutenue par la CIA élabora le Covid-19 à l'Université de Caroline du Nord. Cela faisait partie d'un programme secret de l'ère Bush dans un but de guerre bactériologique. Dans un but de guerre bactériologique. N'est-ce pas là la signature de l'origine de cette pandémie?
Et c'est ce qui explique pourquoi le gouvernement américain mettait en garde Israël contre l'arrivée de l'épidémie. Cela explique aussi et surtout que les deux pays les plus touchés dès le début furent la Chine et l'Iran, deux pays qui, avec la Russie, sont en but à l'affrontement économique et militaire avec les États-Unis. Et preuve supplémentaire de la fabrication de ce virus, le 17 avril 2020, le prix Nobel de médecine Luc Montagnier validait sur CNews une recherche indienne du 31 janvier selon lequel le Covid-19 est un virus artificiel contenant des éléments issus du VHI, donc le virus du sida. Donc, ne pouvant avoir été le hasard de croisements aléatoires de la nature, mais fabriqués de main humaine. Voilà ce que ça veut dire. Donc, voilà. Quels sont les éléments du dossier? Quels sont les éléments de l'accusation que nous portons? Et dans ce contexte, les récentes déclarations d'Henry Kissinger, le trop connu Henry Kissinger, et de l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, appelant à la création d'un gouvernement mondial pour lutter contre le coronavirus, rejoignaient entièrement les vaticinations de Jacques Attali et d'Alexandre Adler. Oui, tout se tient, tout s'emboîte, tout s'explique. En outre, ces invocations mondialistes prennent prétexte de la pandémie pour imposer, comme le voudraient Bill Gates et les mondialistes, une vaccination mondiale avec le traçage, comme vous le savez, des individus par l'inclusion d'une petite pupuce. C'est pour ça, tout est fait pour affouler les foules, pour inconsciemment les incliner à accepter la vaccination qui permettrait de revenir à une situation normale. Voilà comment on induit les réactions. C'est du réflexe conditionné. Rappelez-vous, autrefois, on parlait du réflexe de Pavlov. Eh bien, ça tient de cela. C'est pour cela que tout est fait pour affoler les foules, sous l'avalanche de chiffres incontrôlables, ceux donnés notamment par Jérôme Salomon, arrière-petit-fils du capitaine Dreyfus, donc tout cela est fort bien ourdi et savamment distillé dans les médias pour faire frissonner les petits Français. Pire encore, le Canard enchaîné relayé par le Midi Libre révélait le 6 mai 2020 qu'Emmanuel Macron avait été informé très précocement des dangers du coronavirus par l'ambassadeur de France à Pékin, Laurent Billy, qui l'avait alerté dès décembre 2019 des dangers du virus alors signalé à Wuhan. Soit plusieurs semaines avant son arrivée en Europe, sans que ni Emmanuel Macron, ni Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et accessoirement membre du Grand Orient, il faut le savoir, n'aient voulu tenir compte de l'avertissement. Donc on ne peut même pas dire que nos dirigeants n'aient pas été avertis par différents canaux et on ne peut que constater qu'ils n'en ont pas tenu compte. Volontairement. Pourquoi ?
Et alors, au hasard des informations, on apprenait que pour gonfler les chiffres de malades de coronavirus, paniquer encore un peu plus les Français et leur faire courber les chines, le pouvoir macronien avait inventé les brigades sanitaires et proposé aux médecins, je pense que vous l'avez vu aussi, 55 € par patient catalogué, soit porteur du virus, soit mort du virus. Alors, je l'ai déjà dit, je vais le redire encore une fois, c'est tout de même extraordinaire, cette année, je n'ai pas vu de statistiques de morts par la grippe saisonnière, du cancer, des accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques, ou de la vieillesse. Ah mais c'est curieux, on ne meurt plus que du coronavirus, comme s'il y avait interdiction de mourir d'autre chose. Vous ne trouvez pas ça curieux? Je dis ça comme ça en passant. Hein. Faites observer ça autour de vous. Et puis, pour essayer d'empêcher tout de même ces affreux complotistes de tromper le peuple, le pouvoir crée un site qui s'appelait Desinfox Coronavirus. C'était tout simplement pour dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc la vérité de l'État. C'est ça la démocratie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est ça la démocratie, plaignez-vous. Vous les avez élus, enfin peut-être pas vous, mais les autres. Et alors, cerise sur le gâteau encore, on apprenait que le site Le Monde Juif se félicitait qu'Emmanuel Macron, président de la République française, s'il vous plaît, pas d'Israël, avait fait coïncider la levée du confinement le 11 mai avec la fête juive du Lag Baomer qui commémorait la fin de l'épidémie qui avait décimé les disciples du rabbin Akiva. Je trouve ça magnifique. Mais quel visionnaire tout de même Édouard Drummond quand il écrivait son livre La France juive. Eh bien, nous y sommes en plein immergés. C'est ainsi. Alors, autre chose aussi qu'il faut relever, c'était une information dans Marianne, selon laquelle l'Élysée avait confié la stratégie de dépistage du virus en France à un cabinet, ce qu'on appelle un think tank américain, la Bain & Company, dirigé depuis 1993 par Orit Gakdesh, né à Haïfa en Israël en 1951, ancien cadre du Mossad et fille d'un général israélien. Trouvez ça normal? Et c'est ainsi que pas moins de 50 millions d'euros seront partis dans les caisses de cette entreprise juive au détriment de l'emploi en France. Telle est donc la mainmise juive sur la France à l'aide du maran Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, les Français, tétanisés par la peur de l'épidémie, que le pouvoir a laissé volontairement se propager, sont mis en condition pour accepter la vaccination générale, poussée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour leur bien, bien sûr, au profit de Big Pharma, de Bill Gates, de la haute finance juive et du complot mondialiste. Je voudrais tout de même pointer du doigt le comportement de l'ordre des médecins, qui dans ce contexte n'a rien trouvé mieux face aux menaces
que faisait peser le professeur Raoult par ses déclarations et par les résultats qu'il obtenait contre ce complot en marche, il le menaçait de radiation. Ça a été vrai d'ailleurs quelques temps plus tard pour le professeur Péronne, pour les mêmes raisons. Ces vilains petits méchants canards de professeurs Raoult, Péronne et autres qui osent dire ce qu'il ne faudrait surtout pas que les Français sachent. Et c'était déjà la mésaventure qui était arrivée à un autre professeur, le professeur Joyeux, quand il dénonçait les vaccinations abusives imposées toujours par la même Agnès Buzyn aux nouveau-nés français, alors que ça ne l'est pas en Israël, elle-même étant juive. Alors il faudrait savoir, là encore une fois, pourquoi ce qui serait bon pour les petits Français ne serait pas bon pour les petits Israéliens. Vous ne croyez pas qu'il y a moyen de se poser des questions ? Quelques raisons de se poser des questions. Et alors, bien entendu, toutes les annonces du gouvernement sont faites sous prétexte des avis du Conseil scientifique. Mais ce Conseil scientifique, c'est quoi? Ce sont, oui, des scientifiques, paraît-il, mais nommés par qui? Nommés par le pouvoir. Et dans le dernier numéro de la politique que vous avez ici d'ailleurs, on a fait le relevé de tous les scientifiques de France et de Navarre, comme on disait autrefois, qui ont été subventionnés par Big Pharma. Et là, c'est très curieux, très révélateur. Un laboratoire revient systématiquement. Le laboratoire américain Gilead, dont on connaît les attaches avec Israël. C'est le principal contributeur de l'appui financier à certains scientifiques français. Je vous livre ça à votre appréciation, comme ça, en passant, par hasard. Donc vous avez la liste dans le numéro 222 de la politique, dont vous avez des exemplaires ici. Alors, dans le même temps, il faut bien voir qu'il y a tout de même nombre de témoignages de médecins qui affluent de tous les pays, qui confirment que la dite épidémie est gonflée artificiellement. Entre autres, au vol, une émission de S500, S5E14, je ne connaissais pas. Un médecin expliquait comment les services de santé de Jérôme Salomon, tiens encore lui, inspecteur général de la santé, directeur général de la santé, comptabilisait la plupart des morts comme dû au coronavirus afin d'induire la panique. En effet, étrangement, cette année, je me répète, cette année, où sont les statistiques des autres causes de mortalité? Il y a un problème là. Je vous demande de faire remarquer ça autour de vous. C'est une réflexion de bon sens, c'est pas du complotisme. C'est une interrogation scientifique. Pourquoi? 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 Et voilà comment, au travers de l'information du citoyen, est manipulé là où le pouvoir veut le mener. Une pétition de médecins belges, pour une fois, parce qu'on ne peut pas dire que les Belges soient des foudres de guerre dans ces problèmes-là. Il n'y a pas de Belges parmi eux. Ma femme est belge. Publié par Réseau International du 24 septembre 2020, confirmé. C'est un petit peu long, mais je vais tout de même vous citer ça. C'était le
un petit peu la découverte, le ras-le-bol de braves gens qui se rendent compte qu'ils ont été cocufiés. Je cite. « Nous, médecins et professionnels de la santé belges, souhaitons par ce moyen exprimer notre profonde inquiétude quant au déroulement des événements de ces derniers mois concernant l'apparition du virus SARS-CoV-2. Nous faisons appel aux politiciens pour qu'ils s'informent de manière indépendante et critique dans le processus de prise de décision et dans la mise en œuvre des mesures obligatoires visant à protéger contre le coronavirus. Nous demandons ici un débat ouvert où les experts sont entendus sans aucune forme de censure. » Censure. Ah tiens, ils ont découvert ça? Après la panique initiale autour du Corona-19, les faits objectifs montrent maintenant une situation complètement différente. Il n'y a plus de base médicale justifiant une panique d'urgence, une politique d'urgence. La politique actuelle de crise est complètement disproportionnée, faisant plus de mal que de bien. Nous plaidons pour l'arrêt immédiat de toutes les mesures et demandons le rétablissement immédiat de notre gouvernement démocratique, ils y croient encore, normal, et de toutes nos lois, nos libertés civiles. Aucune justification médicale pour les mesures d'urgence. Donc voilà de braves gens qui découvrent brusquement que le pouvoir leur a menti. Donc c'est intéressant à mentionner. Et au-delà des illusions démocratiques de ces braves médecins, de mes chers confrères belges, cette pétition démontre quelle est la réalité devant la campagne publique organisée, pas simplement en France, mais partout, par les gouvernements dits démocratiques soumis au plan mondialiste. Il y a des pétitions, semble du même type, qui existent en France, mais elles sont étouffées, alors que des plaintes d'un collectif de médecins ont été enregistrées envers les principaux responsables de la santé, ceux que nous dénonçons, donc les Buzyn, Lévy, Salomon, Hirsch, et Hirsch qui se plaignait dernièrement justement du danger des complotistes qui niaient les dangers du coronavirus. Et dans un des derniers numéros de la politique, je crois que ça a dû être le dernier ou l'avant-dernier, je rappelais une déclaration assez intéressante à signaler d'un constitutionnaliste juif américain, Alan Djershowski, qui déniait, écoutez bien, qui déniait tout droit de refus de la vaccination à ceux qui se prévaudraient du droit de choix inaliénable garanti dans la Constitution américaine. Là encore, oui, la liberté du citoyen, oui, sa souveraineté. Ah non, mais une élite, quelle élite, a décrété que la Constitution ne servait à rien. Une croix dessus. Voilà comment les peuples sont devant l'amorce d'une dictature mondiale qui dénie leurs droits constitutionnels. Je dirais que le pire dans cette situation, ce qui m'épouvante le plus, c'est la passivité des Français. On parlait autrefois de la fierté des Français. Comment en est-on arrivé là,
à ce degré de soumission uniquement par la peur sanitaire insufflée par le pouvoir. J'avoue que c'est du grand art. Je me rappellerai d'un mot de De Gaulle, que j'aime tellement, comme vous le savez, puisque j'ai écrit un livre spécialement sur lui, quand il disait que les Français étaient des veaux. Pour une fois, il n'avait pas tort, mais il avait beaucoup participé à ça, en massacrant ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, à la dite libération-épuration. Tout ça, c'est dans mon livre. Je ne dirais pas aujourd'hui que nous avons là, avec les Français d'aujourd'hui, l'écume de ce qu'était la France. C'est un petit peu ça quand même. Non ? Voilà pourquoi, à chaque fois, de la révolution dite française à la dite libération-épuration, les révolutionnaires ont fait le nettoyage pour liquider les vraies élites de la nation. Alors, il faut tout de même, vous savez très bien que les je dirais pas tactique, mais en fait ça peut relever d'une tactique, effectivement. Vous savez très bien que même si je critique très souvent une certaine communauté au plan national et international, je n'en reconnais pas moins qu'un certain nombre d'entre eux sont honnêtes. J'ai souvent fait allusion à Annick Rigel, qui avait osé dénoncer la police juive de la pensée. J'ai fait allusion dans le dernier numéro de La Politique à l'entretien entre Aaron Rousseau et David, je ne sais plus si c'est David, mais en tout cas Rockefeller, qui démontre, donc voilà deux juifs qui s'entretiennent, Rockefeller qui annonce tranquillement. Rothschild. Oui. Rothschild, oui, vous avez raison. Donc, qui annonce tranquillement à son coreligionnaire, croyant qu'il serait d'accord avec lui, tout ce que eux, juifs, veulent faire pour le monde, pour leurs propres intérêts, et qui se heurte à l'étonnement d'abord, puis au scandale d'Aaron Rousseau, un juif honnête. Et c'est ce que j'ai voulu faire transparaître à travers de cet éditorial. Donc, vous savez très bien, je me refuse à amalgamer tout le monde dans le même sac. C'est vrai pour l'islam, et le comportement par rapport au racisme ordinaire, etc. C'est vrai par rapport à l'antisémitisme. Il faut savoir de qui on parle. Et dénoncer uniquement ceux qui sont nocifs. Donc voilà ce que je voulais tout de même un petit peu souligner à ce propos-là. Et bon, ce n'est pas terminé. Si j'ai fait ce petit intermède, c'est pour arriver à cette déclaration du professeur Toubiana. Le professeur Toubiana est juif. Et ce professeur Toubiana rejoint les propos du professeur Raoult, du professeur Perron, du professeur Toussaint. Il faut tenir compte de ça. Et c'est intéressant ce qu'il disait sur Sud Radio, le 5 octobre 2020, donc c'est tout de même tout récent. Il donnait les vrais chiffres du Covid-19. Pour lui, 96% des tests Covid sont faux. Et c'est sur ces bases fausses qu'un certain Jérôme Salomon continue à paniquer les Français. Donc j'insiste bien, professeur Toubiana, juif lui-même, qui a l'honnêteté de dire « mais écoutez, on vous trompe ».
Alors, si on analyse bien la chose, si 96% des tests sont en fait négatifs, il reste 4%. De ces 4%, 10 positifs, 3,8 sont des faux positifs. Ce qui donne 99,8% de personnes en bonne santé. Et 0,2% de malades potentiels sur 140 000 malades en France. En outre, d'après l'Institut Pasteur, s'il vous plaît, l'Institut Pasteur, le taux de létalité, c'est-à-dire le pourcentage de gens malades du coronavirus qui vont mourir, est de 0,53%, soit un taux de mortalité globale de 0,2 fois 0,53 sur 100, ce qui donne 0,010%. Alors, rapporté à la population française de 70 millions d'habitants, on obtient ainsi 70 millions fois 0,00106 égale 742 morts. Tiens, je croyais que c'était 32 000. Vous avez compris ? Sans les 32 000 comme affirmé par les services du professeur Jérôme Salomon, généreusement relayé par les médias pour vous faire peur. Et on découvre ainsi, en toute logique, que nous sommes dans une épouvantable pandémie avec 99,8% de gens en pleine forme et 0,1% de personnes malades et une mortalité globale pour la France de 0,00106%. Vous trouvez pas ça admirable? Comme mensonge étatique. Ainsi, non seulement les chiffres de décès réels du coronavirus sont truqués, nombre de morts d'autres causes lui étant attribuées, mais la campagne de dépistage poussée par le pouvoir, pourquoi croyez-vous qu'il y a quelques semaines, le nouveau Premier ministre disait qu'il voulait que chaque semaine, il y ait 1 million de dépistages. Parce que plus vous dépistez, plus vous trouvez des cas positifs, évidemment, parce qu'ils ont été au contact. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient malades. Je suis persuadé que moi, je suis porteur. Parce que j'ai été au contact quand je suis venu à Paris pour les dernières conférences, etc. Et vous tous, très certainement. Alors, si on vous teste, si on me teste, ah, mais vous êtes porteur. Et donc, sur les statistiques, c'est-à-dire, voilà, là, l'épidémie progresse. C'est ça l'arnaque. Et c'est amusant tout de même, comment les mensonges peuvent se retourner contre l'emboyeur. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration d'un ancien membre de La République En Marche, qui est médecin elle-même, Monique Vonner. J'ai vu sa déclaration en entier, c'est vraiment très intéressant. Et parmi tout ce qu'elle déclare, j'ai retenu notamment cette phrase: « On n'a jamais eu aussi peu de décès en France depuis cette année, arrêtons cette stratégie de la peur. »
Moyennant quoi, bon, c'était même avant qu'elle ne déclare ça, elle était mise à la porte de la République en marche. Mais c'est ça la dictature, chers amis. Nous sommes en dictature. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Et puis, comme ça, en passant, cette autre petite information que l'on trouve dans les registres officiels des brevets aux Pays-Bas et aux États-Unis, selon lequel l'Empire Rothschild a breveté les tests biométriques Covid-19 en 2015 et 2017. Ah, comme c'est curieux, non ? Et voilà, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de 1789 à 2020, la démocratie a fait son œuvre de destruction. Voilà comment on est passé de l'escroquerie démocratique à son aboutissement, la dictature démocratique, en marche vers la dictature mondiale messianique. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, bien entendu, j'essaierai d'y répondre. Madame ? Plus haut, plus haut, plus haut. Il y a une chose qui m'interpelle sur l'histoire de cette pandémie. C'est-à-dire, alors là où je ne comprends pas, c'est comment ça a démarré donc en Chine, à Wuhan. Et justement, au niveau des chiffres, je veux dire, si eux ne sont pas impliqués, si c'est les Américains qui auraient donc mis en place ce virus, au niveau des chiffres, donc je dirais des malades ou des morts, ça ne peut pas être trafiqué à ce moment-là. Alors, mais il y a eu quelque chose à un moment donné, ça c'est certain. C'est certain. Alors, je voudrais rappeler une chose pour répondre à votre question. Il y a plusieurs mois, notamment dans la politique, et je crois qu'on en avait fait allusion dans un entretien, il y a une information qui m'était passée sous les yeux qui était assez étrange. Les Chinois avaient découvert que des représentants d'une université américaine, je ne me rappelle plus laquelle c'était, passaient leur temps à collecter de l'ADN de Chinois. Voulez-vous me dire pourquoi faire? Alors, l'impression que j'ai, il y a certainement des pans d'ombre dans toute cette histoire de pandémie. Donc, les chiffres que je vous ai donnés sont les chiffres pour la France dans la situation actuelle. Il est certain qu'il s'est passé quelque chose en Chine, et je pense que le virus a été introduit en Chine. Comme en Iran, sinon on ne voit pas pourquoi, dès le tout début, ce sont les deux pays qui ont le plus trinqué. Et les deux pays les plus en but à l'impérialisme américain. Mais je répète encore, sur cette pandémie, on ne sait pas tout, notamment dans ses débuts. Mais rappelez-vous deux textes que j'ai cités tout à l'heure. Ce site israélien qui annonce que les États-Unis ont prévenu Israël de la venue de l'épidémie, et deuxièmement le site américain Veterans Today qui dit que c'était préparé déjà de l'ère Bush en vue d'une guerre bactériologique. Ce sont des faits, ce ne sont pas des suppositions, ce sont des faits vérifiables. Et pourquoi les Américains, dans ce cas, ne se sont pas plus protégés, enfin... Mais écoutez, il faut savoir aussi que dans le but de ces élites, comme ils disent eux-mêmes, ils veulent supprimer le maximum de monde sur la surface de la Terre, parce qu'ils estiment que pour leur survie, il faut être moins nombreux. Bon, on peut dire qu'effectivement, il y a un petit peu trop de monde sur la Terre et que ça pourrait poser un jour un problème. Mais ce sont des gens qui ne voient que leur intérêt et que la mort de centaines... Mais j'ai cité, c'était lors de l'épidémie
de la grippe H1N1, j'avais cité entre autres déclarations une citation d'une scientifique anglaise et une d'un scientifique ou une scientifique américaine qui disait carrément il y a trop de monde sur Terre, il faut en faire disparaître. Donc pour les élites, y compris américaines, mais qui ne sont pas américaines, faire disparaître quelques centaines de milliers d'Américains ou millions d'Américains, c'est pas leur problème. Même milliards. Exactement. Bah, ce qu'a annoncé Adler. Georgia Guidestone. Autre question? Oui, madame. Donc ça aurait foiré alors leur plan, parce qu'il n'est pas très virulent ce virus. Bien entendu. Bien entendu. Mais c'est pour ça que malgré tout, ils essayent de paniquer en truquant les chiffres. C'est pour ça qu'ils truquent les chiffres. C'est que leur truc ne tient pas. Ils ont intérêt à pérenniser Pardon ? Ils ont intérêt à pérenniser ces mensonges par rapport à leur état mondial. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils sont tellement autorisés dans leurs mensonges. Ils ne savent pas s'en sortir. En fait, ils ne peuvent progresser qu'à l'abri du mensonge. Voilà. C'est la conclusion qu'on peut en tirer. Autre question ? Je voulais juste rebondir sur la partie que vous dites, où vous parlez que cette année, il y a beaucoup de gens qui meurent du Covid et pas d'autres maladies. Bon, je ne sais pas si beaucoup parmi vous certains sont au courant. C'est une tribune qui est parue le mois dernier dans le journal suisse Tribune de Genève. Le groupe pharmaceutique suisse Roche a développé un test de diagnostic permettant de détecter et de distinguer le Covid-19 de la grippe. C'est-à-dire que le test qu'il utilise actuellement ne distingue pas l'un de l'autre. Donc il y a des gens infectés par la grippe qui sont déclarés comme infectés par le Covid, alors que c'est faux. Le test a été approuvé par l'Agence américaine des médicaments. Et d'autres choses, une déclaration de M. Michael Ryan, qui est le directeur de situation d'urgence de l'OMS. Donc il dit 2 millions de morts probables si rien n'est fait contre la pandémie. Probable. Si toutes les mesures possibles ne sont pas mises en œuvre pour combattre le Covid-19, le bilan humain pourra atteindre des chiffres vertigineux. La planète pourrait connaître 2 millions de morts, soit le double de ceux tués jusqu'à présent par le coronavirus. Un chiffre très probable pour l'Organisation mondiale de la santé. Donc, bon, alors, justement, petite nuance. Je viens de recevoir, c'était hier soir d'ailleurs, mais je l'ai vu ce matin, une information comme quoi, quelque peu sans faire exprès, l'Organisation mondiale de la santé vient d'avouer qu'elle s'était trompée dans ses conclusions. Ah. Cette tribune que je cite date de fin septembre. Donc, Non, mais on est en pleine manipulation médiatique. Ça, tant qu'on n'aura pas compris ça, tant que les peuples n'auront pas compris, ben, ils continueront à marcher à l'échafaud, si j'ose dire. Autre question ? Je pense qu'il serait intéressant de faire le bilan des morts de chaque pays par rapport aux années précédentes. Oui, mais alors, comptabiliser comment ? Et par qui ? Non, Oui, et les morts. Mais morts de quoi ? de tout. Ah oui, ben encore faudrait-il que ces pouvoirs soient honnêtes et fassent bien la différence entre mort du coronavirus et mort des autres choses. Mais vous ne l'aurez pas, mon cher. Cher monsieur, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas parce qu'ils ne peuvent pas. Si vous ne comprenez pas que la plupart des pouvoirs politiques dans le monde, sauf la Russie, sauf la Syrie, sauf l'Iran, sauf la Chine, etc., d'autres aussi qui sont en train de se réveiller quand même, sont soumis à ce plan mondialiste, vous ne pouvez pas comprendre. Et entre autres, vous, parmi les nouveaux et jeunes de surplus, vous n'avez pas des questions à poser ? Oui, notamment, Alors, allez-y, sapristi. notamment sur Trump. Ne pensez-vous pas que finalement le président américain est tout de même une sorte d'obstacle, entre guillemets, à cette tentative de... Alors, le cas Trump est un problème très, très, très discuté et très, très, très discutable.
Moi, je regrette beaucoup les « ah mais je crois que », etc. C'est pas mon genre. Les faits. Je suis un scientifique. Pour moi, Trump, c'est tout de même un certain nombre de choses. C'est tout de même sa politique de guéguerre constante, notamment en Syrie. C'est constamment, il remet la pression. C'est l'appui inconditionnel à plat ventre devant Israël. Où est son indépendance là-dedans? Il le montre moins que les précédents, peut-être. Alors, comment croyez-vous qu'on devienne président des États-Unis? Si à un moment donné, on ne dit pas chibolette. Vous savez ce que veut dire le mot chibolette? Non. Eh bien, autrefois, c'est dans la Bible ça. Et pour éviter les infiltrations chez eux, les Juifs avaient trouvé le moyen, au travers d'un mot que l'on prononce à notre façon chibolette, tous ceux qui étaient juifs le prononçaient à la juive, tous ceux qui n'étaient pas juifs prononçaient mal, donc ils étaient détectés. Bon, quand on dit chibolette, c'est justement, c'était le mot de passe. Comprenez? Donc pour moi, Trump, je regrette beaucoup, je suis en attente, comme on dit, mais j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Il est comme les autres, avec des nuances près. Bon, il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'apparemment, il est contre l'avortement, etc., pour la famille, etc. Bien que lui, point de vue famille, ne peut pas dire que ce soit recommandable non plus. Mais enfin, glissons mortels, n'insistons pas. Ben voilà, c'est ça, les faits. Mais je crois que je m'en contrefiche. Comment expliquez-vous que Israël reconfine pour 3 semaines, ou c'est déjà passé, je pense, et à l'inverse, il y a certains pays scandinaves qui sont en général très en avance au niveau. Alors justement, j'attendais cette question, parce qu'effectivement, compte tenu de l'avertissement que les Américains leur avaient envoyé, on s'attendait à ce qu'ils aient pris des précautions. Mais je crois que le peuple juif est très indiscipliné et ils ont leur fête. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'est de la France, où c'est à l'occasion justement de fêtes juives, où ils s'embrassaient, ils se congratulaient, etc., bisous, 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 par-ci, par-là, que l'épidémie est repartie dans l'est de la France. Moi, je pense que c'est dans leur façon d'être, de vivre en communauté, qui fait que ça a favorisé la division du virus. Et alors, ce qui est curieux, c'est que, bon, apparemment, les doses de coronavirus, ça n'a pas suffi. D'hydroxychloroquine, ça n'a pas suffi. Oui. Ça n'a pas une volonté aussi qu'on ait dû saigner les Palestiniens, C'est tout de même curieux, ou alors on nous raconte des histoires. La situation n'est pas aussi périlleuse que ça en Israël, parce que sinon ça démontrerait quelque chose qu'ils ne veulent pas que l'on sache. Ah, tout est possible. Mais là, oui. Est-ce que vous avez lu le livre de Dan Brown? Comment? De Dan Brown, le livre Inferno, qui est sorti en 2013. Comme par hasard, ça parle d'un virus qui est propagé par un grand scientifique qui serait informaticien. Et tout directement le parallèle avec Bill Gates, ça m'a paru. Mais on a l'impression qu'on a été confronté à des essais préliminaires. Tout à fait. Tout à fait le thème du livre. Oui, tout à fait. Des essais préliminaires. Ah, ça n'a pas marché. Bon, on va essayer autre chose. Autre question? Je ne sais pas si vous avez Oui. vu en ce moment à Brooklyn, à New York, l'épidémie est en train de se propager dans les quartiers juifs. Tout à fait. Et le maire D'où ma réponse à monsieur tout à l'instant. Et le maire de New York actuel est en train d'être accusé d'antisémitisme. Tout à fait, parce qu'il veut les confiner. Exactement. Non, ben, j'apprécie beaucoup votre remarque, très très à propos. Tout à fait. Et vous les anciens? Oui. Les pays scandinaves. Comment? Pour les pays scandinaves. Oui, les pays scandinaves. Ah oui, tout à fait. C'est vrai, pourquoi eux, ils ne font pas comme nous et ils ne sont pas... Bah, ils ont confiné, ils ont pris les mesures nécessaires, et même certains d'entre eux n'ont même pas pris de mesures particulières. En Suède, non. Ils n'ont pas confiné en Suède du tout.
Ils ne sont pas confinés en Suède, ils s'en sont très bien tirés. Alors pourquoi on les laisse faire? Ça semble indiquer que le coronavirus n'est pas aussi pathogène que ça. Non, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de campagne de presse contre la... Il n'y a pas de campagne de presse, de panique. Ils ont vécu normalement. Et ça leur a plutôt réussi. Il n'y a pas de campagne de presse contre, mais pas non plus de campagne de presse contre. Pour, oui. On les laisse un peu, on les ignore. Silence radio, Voilà, on ne dit rien. On les ignore en laissant pendant qu'on parle loin, et on parle plus. Voilà. Et encore. Et Macron. Oui. Oui. Avez-vous vu que là, c'est la Russie qui s'est dit d'accord pour la livraison de S-400 à l'Iran dès le mois d'octobre? À l'Iran? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui, tout à fait. Ben, ce qui montre bien que bon, les Russes ne sont pas complètement naïfs. Ils savent très bien quels sont les peuples sur lesquels ils peuvent s'appuyer contre l'impérialisme américain. C'est ça. En fait, certains, vous savez, notamment Pierre Hillard, qui me surprend toujours par ses déclarations, ils disent que Poutine fait partie du mondialisme. Il ne fait pas partie du mondialisme. Poutine, comme la politique chinoise, c'est un impérialisme qui s'oppose à l'impérialisme américain. Ils ne font pas partie du système. Poutine reconstitue l'empire tsariste d'une certaine façon. C'est assez amusant à voir d'ailleurs comme démarche. Il a recréé la puissance russe, et c'est pour ça qu'on parlait ce matin lors d'un entretien que Trump aurait avoué un petit peu de façon idiote qu'il aurait voulu bombarder la Syrie, mais qu'il ne l'avait pas fait. Ah oui, et pourquoi il ne l'a pas fait? Ben, il ne l'a pas fait parce qu'il sait très bien que les armes russes sont supérieures aux armes américaines au point de vue technologie aujourd'hui. Et que même si elles sont plus nombreuses que les armes russes, les Russes ont notamment des capacités de brouillage. Comment se fait-il qu'il y ait autant de problèmes avec les bateaux américains actuellement qui se rentrent dedans, qui ont des petits problèmes? Comment se fait-il que certaines fusées américaines soient déviées, ne tombent pas là où il était prévu qu'elles tombent? Pendant le bombardement qu'il y avait eu à l'aide des Américains, des Britanniques et des Français sur la Syrie. Tout à fait, c'est à ça que je faisais allusion entre autres, tout à fait. Tout à fait. Et puis alors, il n'y a pas simplement que les Russes et les Chinois, même je dirais l'Iran, tout de même avec ses capacités qui ne sont pas du même ordre que celles de la Russie et de la Chine. Quand on voit comment l'Iran a répondu à l'assassinat du général iranien Soleimani, dont s'étaient glorifiés les Américains, et qu'une des bases, la principale base américaine, à cheval, je crois, sur la Syrie et l'Irak, ont été bombardées par des missiles iraniens, sans qu'ils aient vu venir, sans que les systèmes de repérage américains aient vu venir les missiles iraniens, c'est tout de même assez démonstratif. Donc si les Américains veulent la guerre, ils veulent commencer, mais ils ne savent pas où ils vont arriver. Alors si Biden prend la relève, tout le monde dit oui, mais il va vouloir faire la guerre à la Russie, à la Chine, etc. Je ne le crois pas. Parce qu'il va se trouver devant le même obstacle, la puissance de feu russe, chinoise et iranienne aussi. Et que d'ailleurs, si c'était ce qu'il y avait de sous-jacent à la déclaration de Trump quand il disait de façon quelque peu penaude et idiote qu'il avait pensé bombarder la Syrie, s'il ne l'a pas fait, c'est parce que des généraux américains lui ont dit attention, casse-cou, casse-cou. J'ai entendu, non, vous n'avez pas une autre question à poser? Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez des ouvrages ici à votre disposition. Juste une dernière. Oui, je vous en prie. Que pensez-vous,
de l'avenir justement du futur de la France et de ses gouvernants qui, est-ce que éventuellement il y a une lueur d'espoir ou est-ce que c'est mort? Enfin voilà. Vous connaissez la fameuse déclaration de Maurras que tout désespoir en politique est une sottise absolue. Bon, je crois que les peuples peuvent être trompés à un moment, mais tout le temps, je ne crois pas que ça puisse durer constamment. Et notre rôle, votre rôle, est justement d'alerter autour de vous pour que progressivement, de plus en plus de Français comprennent comment on les manipule. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra espérer qu'on renverse ce pouvoir. Oui, mais si même si on renverse ce pouvoir, le prochain... Mais ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On commence par faire le nettoyage. On commence par faire le nettoyage. Et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que les deux principales révolutions que l'on a eues en France, celle de 1789 qui aboutit dans la terreur de 93, celle gaulo-communiste de la libération qui aboutit à l'épuration, ce qu'ils ont fait, c'est liquider les élites, qui leur étaient hostiles. Alors, il est évident que l'idéal, si on arrive à renverser ce pouvoir, c'est qu'on puisse prendre le pouvoir et que l'on fasse le ménage. Je le dis très clairement, qu'on fasse le ménage. Oui. Dire à madame, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que certes cette époque est peut-être plus effrayante encore qu'il y a 20 ans, mais je trouve que ça nous est beaucoup plus favorable, puisqu'on voit quand même certains sursauts même en Russie, en Iran. Ah ben c'est évident. Ah mais c'est évident. Les Américains n'oseraient pas attaquer l'Iran même sous Biden. Je trouve qu'au contraire, il y a une lueur d'espoir. C'est évident, il est évident que c'est pour ça que David Rothschild, il y a 2 ans environ, avait dit que Poutine avait trahi le nouvel ordre mondial. Il est évident que pour eux, Poutine, qui était sorti des cartons d'Elstine, il a un méchant petit canard qui trahissait la cause, puisque Elstine était tout à fait aux ordres des Américains et du mondialisme, et de la finance juive. Donc là, mauvaise surprise. Et ça, ce sont les surprises de l'histoire, on ne sait pas. Nous, notre devoir, que l'on espère, que l'on n'espère pas, première chose, ne jamais désespérer. Tant qu'on se bat, il y a de l'espoir. L'espoir disparaît quand on courbe la tête. On se bat comment On se bat comment? Mais comment on le fait? Restez pas silencieux, terrez dans votre coin, en disant j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Réagissez! J'en ai marre des gens qui se lamentent. Éteignez la télé. Oui, au contraire, c'est là, Ah bon? on va voir la caméra tourner. Ah oui, bien sûr, vous allez voir. Bon, allez, on arrête là-dessus? Bon, merci.